Hello à tous! Maintenant, évidemment, qu'on a regardé un petit peu les objets, quelques notions avancées autour des objets, donc sur le langage Python, on va voir aujourd'hui l'intérêt de ces objets car on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'héritage. Si cette notion n'est pas claire pour toi, t'inquiète, évidemment, on va en parler pendant cette vidéo. Évidemment, avant qu'on commence, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos tutoriels de la chaîne. Et ben maintenant, moi ce que je te propose, c'est qu'on y aille. Let's go! Donc aujourd'hui, le sujet principal, et qui est un sujet très important, c'est l'héritage. En effet, vous vous rappelez, on avait fait une classe fruit, donc là, on a quelque chose qui apparaît à l'écran, mais cette classe fruit, finalement, elle appartient à un groupement encore plus gros, celui des aliments. Donc finalement, la classe fruit, ça serait intéressant qu'elle participe justement à ce groupement des aliments, voire qu'elle profite de spécifications de ce groupement. Donc là, on va tout simplement créer une nouvelle classe qui s'appelle classe aliment. On va juste rajouter un seul paramètre au début qui s'appelle nom. On va le mettre vide. Mais pourquoi on le met directement dans cette classe aliment? Parce que finalement, tout type d'aliment, que ce soit un fruit, que ce soit un légume, que ce soit par exemple des féculents, ils ont tous un nom. Donc au lieu de le mettre à chaque fois dans la classe fruit, ensuite dans la classe légumes, etc., etc., bon, on va le mettre directement sur la classe aliment. Et donc notre classe fruit, on va lui dire qu'elle hérite de ce groupement aliment qui lui-même propose du coup à tout le monde, donc aux classes filles, les sous-groupes, le paramètre nom, parce que finalement, tous ces sous-groupes, ils ont forcément un nom. Et donc, pour pouvoir représenter ça, ce concept d'héritage, on va mettre classe fruit, entre parenthèses, la classe mère, donc le regroupement au-dessus, qui est aliment. Et donc, automatiquement, notre classe fruit, finalement, héritera de ce paramètre nom. Et cela serait identique, évidemment, si on faisait une classe légumes ou une classe féculent, ce qui permet de bien mieux organiser son travail et de ne pas répéter inutilement des éléments qui pourraient bénéficier à tout le monde. Alors là, pour l'exemple, on a mis la taille et la couleur directement dans la classe fruit, mais on pourrait faire la même chose. On pourrait très bien mettre ces arguments qui ne sont pas forcément spécifiques aux fruits, parce qu'on pourrait les appliquer aux légumes, on pourrait les appliquer aux féculents. Mais là, on va les mettre quand même dans la classe fruit, juste pour comprendre un certain nombre de comportements. Et donc, maintenant qu'on a écrit ça, on va tenter, on va essayer d'instancier la classe fruit sur l'objet banane. Donc, banane égale fruit, entre parenthèses banane. Banane, vous vous rappelez, c'est le paramètre qui est indispensable, car il n'y a pas de valeur par défaut à passer. Et donc, comme vous voyez dans la fonction init, qui est tout simplement celle qui est lancée automatiquement quand on fait notre instance, il tente donc de dire, sur moi-même, je vais appliquer ce qu'on m'a passé en paramètre nom, donc banane, directement dans mon paramètre nom. Et quand on affiche banane.nom, il nous affiche bien banane. Donc notre classe fruit a bien bénéficié par héritage du paramètre qui est inclus dans sa classe mère, donc groupement supérieur par rapport à notre classe fruit. Et ça peut être du coup très intéressant, ça vous permet de faire des modèles objets beaucoup plus avancés. Et d'ailleurs, sur le deuxième exemple qu'on a là, on se dit, tiens, et si on faisait tout simplement une fonction affichée dans notre classe aliment, car on suppose que si évidemment fruit hérite du paramètre nom, on imagine qu'il va évidemment hériter des fonctions qu'on va mettre dans aliment. Et comme def affiché permet juste d'afficher aliment, on pourrait très bien faire ça évidemment pour légumes, pour féculents, etc. etc. Et c'est pour ça qu'on va plutôt le mettre dans la classe aliment, pour éviter évidemment de répéter la même fonction à chaque fois dans les sous-classes, donc fruits, légumes, féculents. Et donc, on va tester tout simplement. On va donc créer notre objet banane en instanciant évidemment la classe fruit, en passant toujours en paramètre banane car évidemment c'est l'élément qui est obligatoire attendu par la fonction qui se lance automatiquement quand on instancie notre classe fruit. Et là du coup sur notre objet banane, on va essayer d'appeler la fonction affichée. Et en effet, comme on voit en résultat en bas, il appelle bien notre fonction affichée, mais pas celle qui est dans fruit puisqu'aujourd'hui elle n'existe pas, mais celle du coup qu'elle arrive à atteindre grâce à l'héritage, donc celle qui est dans aliment. Mais ce qui va être intéressant du coup, c'est de se dire, mais en imaginant qu'on ait deux fois la même fonction. Donc on met une fonction dans aliment, mais on met également la même fonction affichée dans la classe fruit. Et donc
On fait comme tout à l'heure, on va essayer d'appeler la fonction affichée donc sur banane. Et sur le coup, comme la fonction existe déjà dans la classe figue, donc fruit, elle va appeler la fonction qui est dans la classe fruit et donc va ignorer celle qui est dans la classe aliment. Et ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que vous pouvez passer par-dessus une fonction de la classe mère si cela est nécessaire. Mais si par exemple dans la classe légumes, on n'avait pas défini de fonction affichée, vu qu'elle n'existe pas, alors il appellerait celle d'aliment. Et ça, c'est super intéressant. Ça vous permet potentiellement de surcharger une méthode si, évidemment, vous en avez le besoin. Et c'est ça, évidemment, la force des langages qui utilisent de la programmation orientée objet, c'est que du coup, vous avez un certain nombre de règles qui vous permettent de maximiser les modèles que vous voulez créer et potentiellement, indirectement, de créer quelques cas spécifiques quand le besoin est nécessaire. Vous n'êtes pas bloqué, évidemment, par vos modèles, voire par le modèle imposé par la classe supérieure, donc là, aliment. Mais alors, comment je fais si jamais je veux pouvoir appeler justement cette fonction affichée de la classe mère quand malheureusement elle existe déjà dans la classe fille? Et bien là, vous avez un exemple parfait. En fait, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle super, entre parenthèses évidemment, vu que c'est une fonction, qui permet tout simplement d'appeler la fonction de la classe supérieure, donc classe aliment. Et donc, comme vous le voyez, dans la fonction affichée de la classe fruit, il met super.affiché, et bien cette fonction-là va automatiquement appeler la fonction affichée donc de la classe aliment, donc de la classe mère. Donc forcément, quand on fait banane.affiché, au début, il appelle la fonction affichée de la classe fruit, qui elle-même appelle la fonction affichée de la classe aliment, et donc là, dans le coup, va afficher aliment. Alors là, forcément, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que si vous ne mettiez pas tout simplement cette fonction affichée dans la classe fruit, il appellerait automatiquement la fonction affichée de la classe aliment, mais c'est pour que vous compreniez que vous avez la possibilité d'appeler une fonction de la classe mère, surtout si dans certains cas, vous pourriez avoir le même nombre de fonctions dans la classe fille et dans la classe mère. Là, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est bien pour vous montrer un comportement, mais je vous garantis que parfois, il est très important de savoir utiliser justement cette fonction super. Voilà, je trouve que c'est déjà pas mal pour l'héritage de classe. Évidemment, on a encore plein de choses à voir, tu l'auras compris, ce ne sera pas le dernier épisode autour du langage Python. N'hésite pas à faire des tests toi-même, de réécrire le code évidemment, de faire des petits tests de façon à t'expérimenter, car juste regarder une vidéo ne sera pas suffisant évidemment dans ton apprentissage au Python. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère évidemment que ça t'aidera beaucoup dans ton avancée dans le Python. Mais de toute façon, l'aventure est loin d'être terminée, on a encore beaucoup de choses à voir. N'oublie pas évidemment avant de partir de liker cette vidéo, de t'inscrire à la chaîne YouTube. Allez, on se retrouve plus tard sur la Minute Dev.